Je m'appelle Arnaud Granata, je suis à Paris et aujourd'hui je rencontre Nathalie Crasset. C'est l'une des designers les plus reconnues dans le monde. Elle a fait des écoles, des hôtels, des maisons, elle a scénographié un ballet, elle a créé des meubles pour Ikea, elle a revisité l'iconique kiosque à journaux de Paris et Brigitte Macron à l'Élysée a même choisi pour son espace de travail un bureau qu'elle a dessiné pour le mobilier national. Elle m'a donné rendez-vous à la Ménagerie de Verre, un lieu de danse et de performance où elle a conçu plusieurs espaces, dont un qui a été dévoilé un petit peu plus tôt cette année. Je vous y emmène. Bonjour Nathalie. Bonjour, ça va? Merci de me recevoir dans cet espace magnifique. Bienvenue. Alors, est-ce que tu nous fais la visite? Bien sûr. Donc on est ici dans la Ménagerie de Verre, Ouais. on entre dans le lieu même, et on découvre d'abord le Petit Café, qui est là vraiment comme un lieu convivial pour que les rencontres puissent s'y faire. Tout le principe était de faire du mobilier qui puisse se ranger, de façon à pouvoir aussi utiliser cet espace. On replie tout et on laisse avant tout la place aux artistes. Toute la cuisine vient d'être rénovée et c'était l'occasion aussi de mettre en évidence les deux points d'accueil, donc celui de la cuisine, avec ce petit dispositif que j'ai appelé les huttes hautes. J'allais dire c'est des huttes, tu vois, j'étais pas très loin. Voilà. Puis l'autre en symétrie, qui est l'endroit où on va chercher son ticket. Donc là encore Voilà, la même idée de la même hutte. idée. Donc en fait l'idée c'est l'intervention, ça doit être quelque chose d'assez souple parce qu'en fait le lieu est très identifié. Il a aussi été créé par Marie-Thérèse qui l'aimait beaucoup dans son aspect très brut. Et la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit mais je veux travailler avec toi parce qu'en fait toi t'es pas designer. Voilà. Ah oui, c'était ça. C'était ça là. Qu'est-ce qui lui a fait croire que tu n'étais pas designer? Ben justement, elle a compris que je pourrais en quelque sorte comprendre quelle était la limite à ne pas dépasser pour que le lieu reste le même. Travailler plus sur l'idée de dispositif, un peu comme on le fait dans une pièce ou dans une installation, de façon à pouvoir retirer les choses. J'étais beaucoup déjà sur du mobilier évolutif. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a collaboré ensemble. Et on reconnaît un peu ton style de multifonction, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ou on utilise aussi cette zone d'accueil pour pouvoir Il y s'asseoir? avait l'idée de créer en fait une table pour les artistes invités. Et là, l'idée, c'est aussi de leur réserver cet espace pour qu'ils se sentent un peu plus chez eux. Puis j'ai une question, les assises sont relativement basses dans le café, est-ce que Oui, j'aime pourquoi bien toujours travailler sur l'idée de ne pas suivre exactement toutes ces normes en fait, qui ont été petit à petit incluses dans le mobilier. Et quand on est assis un peu plus bas, on est plus près de la terre. Il y a même des danseurs aujourd'hui qui vont te dire que c'est pas bon de s'asseoir sur une chaise. Oui, tout à fait. Pour la circulation et pour aussi notre rapport au monde, c'est pas bon. On est tout de suite déconnecté. Et donc c'est un peu cette tentative-là de garder quand même quelque chose qui est dans l'usage assez facile, mais en même temps de vouloir se poser un peu plus. Le plan de la table a été fait avec les chutes du pied en fait. Donc on ne perd pas de matière en fait. Donc c'était déjà il y a, on va dire, 14 ans. déjà sur le souci écologique? Voilà, de pas prendre ce dont on a besoin de la matière et puis de jeter le reste. C'était pas du tout dans l'idée. Toi, c'est un lieu que tu fréquentes aussi. Oui. Et quand tu es rentré la première fois après avoir fait ces interventions-là, c'est de voir cet espace vivant. Ça a été quoi ton sentiment quand tu es rentré? C'est un lieu qui est très très atypique parce qu'on y fait une pratique très particulière qui est de créer et de répéter la danse. C'est aussi la scène qui est très panoramique et qui du coup est underground, urbaine. Et ça, elle est très marquée. On est dans du béton, mais en même temps, on a un beau panoramique. Il y a aussi le fait que c'est une bonne échelle. Voilà, c'est pas une grande scène, une jauge qui est assez petite. Donc en fait, on est presque là encore dans une espèce de communauté de curieux qui vient s'élargir l'esprit le temps de la représentation et qui vient en discuter après, bien sûr, autour d'un verre en sortant de la représentation. Nathalie, tu fais des objets, des scénographies, tu as vraiment une pratique multiple. Est-ce que le mot designer, c'est le mot qui convient le mieux pour te qualifier? Maintenant, je m'appelle design heureuse déjà. Design heureuse? Design heureuse. Okay. Non, je pense que le design, de toute façon, ça ne s'attache pas à ce que tu fais, mais plutôt à l'approche que tu as. Donc, c'est plus pour moi des logiques. Il y a des contextes où je vais plutôt m'identifier en tant qu'artiste, hein, mais il y a une
part artistique de toute façon dans le design. Voilà. Qu'est-ce qui relie tous tes projets qui sont très très différents les uns des autres? Alors, je dis toujours que je fais un pas de côté, déjà, c'est un peu ma pratique. Elle est assez proche, comme le dit Marc Auger, de l'anthropologie appliquée, parce qu'en fait, c'est un peu ce que font les ethnologues. Ils font un pas de côté, en tout cas, ils arrivent avec un regard décentré. Et à partir de ce constat, pouvoir commencer à réfléchir comment intervenir dans ce contexte et le faire justement. Alors, notre pratique, elle a beaucoup changé, vu les enjeux. J'expliquais tout le temps que le design, pour moi, c'était plutôt l'idée d'améliorer l'habitabilité du monde, mais là, on voit que c'est même plus suffisant. Et donc, aujourd'hui, je dirais que je continue dans cette idée de proposer des nouvelles logiques, parce que c'est déjà un peu ce que je faisais, mais maintenant, ça va être plutôt des nouvelles logiques écologiques, tout simplement. Et je regarde dans tous les projets que tu as faits, il y a l'hôtel à Nefta, le Dar-i, Oui. qui, pour moi, a vraiment en son cœur cette notion de communauté, cette notion même d'éco-responsabilité. Ça a été c'est le précepte de départ de ce projet-là? Oui, c'est bien réfléchir comment on s'insère, comment on vient proposer une structure dans une petite ville tunisienne. Moi, je ne suis pas tunisienne, donc je me dois de faire de l'immersion, de regarder. Et le challenge était de dire on ne va pas aller s'installer au bord de mer, comme la plupart des lieux d'hospitalité de la Tunisie, mais au contraire, on va choisir une petite ville dans le désert, parce que c'est déjà quelque chose d'autre, un voyage dans le désert. Ça propose aussi beaucoup d'introspection, mais c'est aussi l'idée de venir se mettre dans ce lieu, dans ce territoire, comprendre ce qu'est la palmeraie, qui est essentielle, parce que la palmeraie ne peut pas vivre sans l'humain et la mer. Et en fait, on vient tout utiliser. Je vais donner l'exemple du palmier, bien sûr, parce que c'est une des ressources de la palmeraie. Donc, on va en faire des décoctions avec les racines. L'écorce va servir à quelque chose, le bois bien sûr, les branches, les feuilles, tout a été en fait utilisé et transformé. Et donc ça donne en fait quelque part un usage qui pour moi est assez, un usage vernaculaire on va dire. Et c'est des pratiques qui sont très très belles puisqu'en fait on ne jette rien, on utilise tout. Et c'est peut-être dans ce type de logique qu'on va en fait en quelque sorte trouver des solutions aujourd'hui. Il y a eu aussi des collaborations avec Ikea. Bon, je pense notamment à cette lampe nomade qui a été créée en 2017. Oui. Travailler avec une entreprise aussi grosse dans une production qu'on peut qualifier de masse, en tout cas avec ces objets-là, ça ressemble à quoi? Alors, c'était assez beau parce qu'en fait, j'ai été invitée avec d'autres designers intégrés à partir une semaine en Chine et à choisir le fabricant avec lequel je voulais travailler. C'était très beau parce qu'en fait, on se pose toujours des questions de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la fabrication, comment les entreprises sont choisies, comment ça fonctionne, etc. Et j'ai vu ce fonctionnement-là et j'ai été quelque part très rassurée puisque Ikea, dans les entreprises que j'ai visitées, un vrai accompagnement, il y avait une vraie bonne relation, il y a aussi une idée de structurer sur le long terme le développement de l'entreprise, ou en tout cas aider au développement de cette entreprise. Et donc ça m'a rassurée. Moi j'ai choisi de travailler avec une entreprise moyenne, on va dire, et voilà, et j'ai décelé cette petite lampe qui est sortie à un prix complètement raisonnable. Donc voilà, j'ai joué mon rôle, je crois, et donc c'était une bonne expérience, complètement une bonne expérience. Et en même temps, comment on fait pour concilier des valeurs environnementales avec certains projets sur lesquels tu travailles et ce type de projet-là Justement, maintenant, je vais favoriser des collaborations. Soit ce sont des grandes entreprises, mais sur un programme particulier. Ouais. Parce qu'en fait, il ne faut pas négliger que ces entreprises aussi ont un levier d'action qui est beaucoup plus important. Ou soit je vais travailler avec des entreprises qu'on appelle des entreprises de patrimoine vivant, qui sont, elles, qui ont déjà construit un écosystème et qui vont de ce fait très facilement collaborer sur et prendre soin en fait à la fois des questions écologiques mais des questions humaines, etc. Tu as fait les costumes, la scénographie, le décor, la dramaturgie pour ce ballet Gisèle qui a été présenté à Bordeaux. Oui, l'Opéra de Bordeaux. Exactement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce projet-là qui est presque, à mon avis, une question de design total. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Là, c'est un peu un contexte différent puisque c'est un ballet classique. Donc, il y a des formes, il y a des codifications qui sont
qui doivent rester présentes, puisqu'il fallait garder le tutu, parce que le tutu est quelque chose de... C'était lui, en fait, le personnage principal. Et donc, tout ce que j'allais rajouter en termes de forme devait être conique, avec des stries. Et donc, on voit concrètement... On voit dans les costumes, on voit dans le décor. Les arbres se constituer. C'est une logique, en fait, avec des petits mécanismes comme ça qui font en sorte que ça va fonctionner, puisqu'on va avoir la même forme, elle va être à différentes échelles, que ces formes vont vibrer l'une avec l'autre, puisqu'on va voir les formes portées, les formes qui font partie du décor, et aussi l'idée de dire qu'on allait garder les mêmes éléments pour l'acte 1 et l'acte 2 qui sont complètement différents, puisque l'acte 1 est réel et l'acte 2 est fantastique, mais on allait retourner la forme. Et donc là, on tombe sur une espèce d'arbre qui est un peu plus imaginaire, dans une pénombre, avec les tutus qui sont tout blancs et qui sont aussi munis de ces stries. Ouais. Et voilà, et ça a donné quelque chose d'assez intéressant. Ça fonctionne bien, me semble-t-il, et ça embarque l'histoire, mais aussi de la musique, bizarrement. Tout devient... harmonieux et bien sûr j'ai utilisé beaucoup de couleurs puisque moi je défends la couleur et ça prouve aussi qu'aller voir ce spectacle en quelque sorte ça peut réparer et c'est ce que j'ai découvert pendant cette période. On est aussi dans une époque où on n'utilise pas tant de couleurs que ça en architecture et en design. Oui. Pourquoi autant de couleurs? Alors c'est pas autant de couleurs, j'utilise la couleur telle qu'elle devrait être utilisée normalement en fait. Moi, je pars du principe que si on ne met pas de couleur, c'est qu'on a peur de vivre. Parce que pour moi, la couleur, elle est vraiment reliée à la vie. Je me souviens de passages où je suis allée au Mexique, par exemple, dans des endroits qui étaient très pauvres, où vraiment il y avait une très grosse pauvreté, et c'était des endroits très colorés. Parce qu'en fait, ils ont compris que cette couleur pouvait les aider au quotidien. Et j'ai compris aussi qu'on pouvait s'en servir comme ça. Alors, peut-être que les temps qui viennent vont faire en sorte que la couleur va être plus convoquée. Mais ça va nous réparer aussi. Ça va nous réparer, la couleur, et on va lui redonner la place qui convient. Est-ce qu'il y a une tendance en architecture, en design industriel même, qui t'énerve un petit peu en ce moment? Alors, je ne m'intéresse pas aux tendances. Déjà, je trouve que ça n'existe pas. Enfin, pour moi, c'est quelque chose je ne travaille pas comme ça. Donc, je ne fais jamais de mood board. Tout ça, je trouve que c'est un travail qui n'est pas en profondeur, pour moi, qui est une espèce de superficie, tout comme je ne parle pas de besoin, je parle de désir, puisqu'on a quelque part trop utilisé ces notions de besoin, mais également le marketing qui a généré des besoins et qui fait en réponse des objets qui correspondent à ces besoins. Donc, on voit bien que ça fait partie du système capitaliste. Et donc, notre rôle en tant que designer, c'est de se mettre à côté pour trouver d'autres choses. Donc, moi, ce dont je parle, c'est des nouvelles logiques, c'est des scénarios de vie au niveau d'un projet de vie, par exemple. Quand je fais une maison, quand je fais un intérieur, ça peut être au niveau du projet de vie. Je pense qu'on est beaucoup plus utile aujourd'hui, en tant que designer, de parler au niveau du projet de vie, puisque les gens ont du mal à se projeter dans un monde qui est aussi anxiogène et incertain. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Quel est ton lien, Nathalie, avec le Québec? Parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais tu en as un. Oui, j'ai un lien avec le Québec, puisque je suis allée faire un projet avec Pierre Lapointe. Pierre est quelqu'un de curieux, il est très, très ouvert sur l'art contemporain et il a cette intelligence d'aller rencontrer les gens aussi. Et donc, il est venu nous voir et on a discuté, on a sympathisé. Il m'a proposé de venir m'occuper de la partie scénographie d'un de ses shows, un show très expérimental. Donc tu as créé la structure. Je creusais la structure et en fait, c'était un peu compliqué puisqu'on était dans des philharmonies, puisque un des acteurs était l'orgue. Voilà. Donc ça voulait dire qu'on ne pouvait pas compter sur le lieu pour s'accrocher, pour le système en fait scénographique qui existe dans des scènes, on ne pouvait pas compter là-dessus. Donc ça voulait dire que la scénographie devait être à la fois autoportante, mais en même temps pouvoir se transformer en 8 paysages différents en fonction des moments qui avaient été déterminés par Pierre. Voilà, les séquences en fait. Voilà. Donc ça a été ces modules donc c'est travaillé sous forme de modules qui s'empilaient et qui venaient se déployer et qui par moments signifiait un paysage, d'autres moments signifiaient
un paysage, pas un espèce de lieu un peu extraterrestre. Voilà, il y avait 8 notions comme ça. Voilà, c'était assez simple. Il y avait aussi la même forme qui était répétée en lumière. Donc, il y avait un aspect lumineux aussi qui était très, très beau. Voilà, et on a fait des représentations à Montréal et à Québec. Voilà. Merci beaucoup Nathalie de ce Merci moment à toi. et de nous avoir fait visiter cet espace vraiment On extraordinaire. a prévu un peu de neige aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Il ne neige jamais. C'est vrai, il neige jamais. C'est vraiment pour nous rappeler le Québec et Montréal. Voilà. C'est un Pas petit du clin tout les mêmes d'œil. températures, mais quand même. Allez, on y est presque. Merci Nathalie. De rien.